3 saisons sur France Inter où j'ai pu interroger à la fois des architectes, des urbanistes, des sociologues, des élus, des économistes, des start-upers qui m'ont expliquer en fait les bouleversements qu'on est en train de vivre au niveau de la ville. On doit bâtir différemment. Bien sûr, il y a la transition écologique, bien sûr, il y a la transition numérique et puis il y a aussi la transition démographique. Bâtir autrement, c'est indispensable. Déjà, quand on sait qu'une ville est constituée à 70% de logements, que 80% des logements de 2050 existent déjà, ce qui veut dire qu'il va falloir les rénover, parce que tous ces logements ne sont pas en bon état, d'où l'importance... on ne peut pas les détruire pour tout reconstruire. On ne peut pas les détruire, donc les rénover. Donc on parle du chantier du siècle, qui est la rénovation énergétique, où on met le cap là-dessus, on met beaucoup d'argent, et puis il y a aussi cette prise de conscience de beaucoup de rénover. Alors après, il y a la réalité économique qui rattrape certains, mais en tout cas, ce livre s'est montré qu'on peut bâtir autrement, et puis qu'il y a des nouvelles façons de vivre, d'habiter. Donc je parle d'habitat participatif, je parle de colocation intergénérationnelle solidaire, mais aussi de tiers-lieux. En fait, tout ce mouvement qui se passe, qui se déroule dans la ville. Et j'ai pris quelques exemples, notamment en Île-de-France, puisqu'on est sur Bienvenue en Île-de-France, avec quelques illustrations, notamment sur la façon de construire, sur la façon d'habiter, puis sur la façon de réinventer les lieux, parce qu'on réinvente en permanence, et c'est très important, notamment ce qu'on appelle, certains vont appeler ça le recyclage urbain, réinventer des lieux, garder l'âme quelque part, mais réinventer des lieux. Mais justement, comment on construit différemment, Olivier ? Est-ce que, de ce fait, il faut vivre aussi différemment ? Oui, alors tout le monde ne peut pas le faire. Après, bien sûr, économiquement, ce n'est pas évident, mais oui, on peut vivre différemment. Il y a un mouvement, en tout cas, qui se passe. On le voit aussi avec le télétravail qui a bouleversé aussi la donne. On le voit avec l'essor du co-living. On voit énormément de choses dans le domaine. On le voit avec la densification douce. Je parle dans le livre de Ville vivante aussi, imaginez. Ce qui est très important aussi, c'est l'intensité d'usage. Vous connaissez tous des bâtiments qui ont une vie, on pense des écoles par exemple, entre 9h du matin et 18h. C'est fermé le soir, c'est fermé le week-end. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas que le soir, après 20h, il y ait des associations qui viennent dans ce bâtiment, que le week-end, il y ait des entreprises qui viennent, des étudiants, bien sûr. Donc c'est très important ce qu'on appelle l'intensité d'usage, en fait, de réfléchir. Il faut avant tout, peut-être moins dépenser d'énergie dans tout ce qui est l'étalement urbain, revenir de construire la ville sur la ville et de penser différemment, de penser déjà à l'économie de l'intensité d'usage. Donc ça, c'est un. Alors, ce qui est super avec votre ouvrage, je le remonte à la caméra, c'est qu'on apprend que l'urbanisme de demain se pratique également en Île-de-France, du côté, par exemple, de l'usine Cycleterre à Sevran, dans le 93, qui remet au goût du jour la terre crue. Oui, et ça, les promoteurs immobiliers commencent à le comprendre. On va changer, on change complètement de paradigme. Le béton. Maintenant, on a pensé béton pendant longtemps, on a construit béton pendant longtemps, et puis il y a certains qui se disent, on va peut-être revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est typiquement la terre crue. En fait, il y a une usine à Sevran qui s'appelle Cycleterre, c'est une première, qui fabrique des blocs de terre crue, donc 100% naturel, écologique, recyclable, durable. La matière première, elle est constituée de quoi ? En fait, elle est constituée de gravier, de sable qui vient du chantier du Grand Paris Express, du futur métro du Grand Paris. Et donc, on a des blocs de terre crue comprimés, 10 kilos, pour faire des murs dans des logements, des bureaux, des collèges. On peut mixer avec du bois, on peut mixer avec de la paille, recycler 10 000 tonnes de terre pour bâtir des milliers de logements en Île-de-France. Donc, il y a des projets à l'Arena, Porte de la Chapelle, Rosny-sous-Bois, Montfermeil, Meulan, Tremblay, et puis c'est de développer aussi des filières locales. On est en circuit court, voilà, ça se développe, c'est pas énorme, mais c'est quelque chose qui se développe. C'est quoi les avantages par rapport au béton ? Là, on est complètement dans l'environnement, la préservation, on est dans... C'est plus écologique. C'est 100% écologique, bien sûr, et c'est recyclable et c'est durable. C'est un matériau alors qui a fait ses preuves, utilisé par exemple pour la muraille de Chine. J'ai appris en lisant votre bouquin, mais son grand défaut, et c'est ce qui bloque sa production, c'est son coût, Olivier. C'est que c'est plus cher. Effectivement, c'est plus cher, et puis il faut, là aussi, on va détruire petit à petit d'anciens modèles, qui étaient des modèles économiques qui plaisaient à certains, mais voilà, il faut aussi... inventer intelligemment aussi de nouvelles choses. Et on revient à ces matériaux nobles, comme aussi le bois, qui se développe beaucoup. Alors, il faut massifier la filière, mais ça en fait partie. Alors, le bois, on l'a vu. Alors, c'est bien, on construit des maisons en bois, mais il coûte cher en ce moment, le bois. Oui, absolument. Mais bon, alors, parmi les tendances émergentes, vous parlez de lieux de vie hybrides qui mixent les activités. C'est le cas d'une ancienne préfecture en plein Paris qui a totalement été réinventée. Oui, direction le 4e arrondissement. En fait, c'est un bâtiment, c'est l'ancienne préfecture, en fait.
Boulevard Morland, ancienne préfecture de Paris. On est près du pont de l'Arsenal, du port de l'Arsenal. 50 mètres de hauteur, 16 étages, 40 000 mètres carrés. Et en fait, cette préfecture, elle a été complètement réinventée. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Il y a 11 usages, 200 logements sociaux, intermédiaires et privés, 9 000 mètres carrés de bureaux, 11 commerces en rez-de-chaussée, une auberge de jeunesse, ici une salle de sport, une crèche, un marché alimentaire, une galerie d'art, un hôtel avec bureau et restaurant, un espace fitness, de l'agriculture urbaine sur les toits. Enfin voilà, c'est un exemple emblématique. C'est ça l'urbanisme de demain finalement ? C'est une des choses. Effectivement, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des bâtiments hybrides. On va mixer les activités où il faut penser aussi en amont comment on va transformer des bâtiments avec au premier étage des bureaux, ensuite des logements et comment pouvoir faire la mutation au fil du temps, ce qu'on appelle les permis d'innover. Ce que l'on voit d'ailleurs dans le village olympique, c'est exactement ça, c'est le permis double détente qui a une fonction provisoire et une fonction long terme. Le provisoire, on construit le village des athlètes. Fonction long terme, ce sera un quartier de ville, des logements pour des salariés qui seront à l'île Saint-Denis, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, et puis des habitants. Donc aussi, ça accélère l'urbanisme de demain. Vous parlez également de la cohabitation intergénérationnelle, je vais y arriver. Donc ce sont des personnes âgées qui vivent avec des étudiants. On parlait justement de la problématique des étudiants qui, au quotidien, se retrouvent dans des situations très délicates, notamment pour retrouver un logement. Ça ne concerne pas que les étudiants du Crous, mais se loger à Paris, vous le savez, ça coûte très cher. Est-ce que cette cohabitation intergénérationnelle, c'est la solution, Olivier ? Alors, ce n'est pas la solution, c'est l'une des solutions. Ça ne se sait pas suffisamment. La colocation intergénérationnelle solidaire est inscrite dans la loi. C'est la possibilité à quelqu'un qui a plus de 60 ans d'accueillir chez lui un étudiant, en tout cas un jeune actif de moins de 30 ans, pour évidemment un loyer moins cher. En contrepartie, ça doit être gagnant-gagnant. Il va faire les courses, par exemple. Rompre l'isolement d'un côté, et puis fermer les fenêtres, aller faire des courses. Il n'est pas question, on ne rentre pas dans quelque chose de médical. En tout cas, c'est possible. Il y a notamment des réseaux qui mettent en lien des binômes, parce que ce n'est pas l'étudiant qui va appeler directement. En fait, il y a des associations comme Colette qui met en place des binômes entre des personnes âgées et un jeune pour justement que ça puisse matcher, entre guillemets. C'est donc inscrit dans la loi et il y a un potentiel énorme. Et notamment à Paris, quand on sait que 100 000 seniors ont potentiellement une chambre ou un espace de libre, on se dit que cette colocation intergénérationnelle solidaire, c'est une des portes, en tout cas, évidemment pas pour tout régler, je vois que Maëlle acquiesce, mais voilà, si on peut développer, en tout cas Colette, Cohabilis, il y a beaucoup de réseaux qui mettent comme ça en osmose des plus jeunes et des anciens.